Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Eureka Talent. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui encore pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on accueille un nouvel invité. Comme d'habitude, on accueille Hugo Pelé, qui est docteur en géosciences et particulièrement en hydroclimatologie. Si vous ne savez pas ce que c'est, restez avec moi et on accueille Hugo. Bonjour Hugo. Bonjour Alice. Alors, comment tu vas? Très bien, et toi? Ça va, merci. Contente de t'avoir sur le plateau. Merci pour l'invitation. Mais je t'en prie. Donc, on a voulu t'interviewer pour deux raisons. Déjà, parce que, au-delà du fait que tu aies fait de l'hydroclimatologie, tu es passé par un cycle ingénieur avant de faire une thèse. Et ça, c'est pas un parcours, on dira, classique, en fait, pour faire une thèse. Et la deuxième raison, c'est que tu t'es intéressé pendant ta thèse à un patrimoine marseillais, qui est la grotte Cosquet. Donc, on voudra en parler, poser des questions dessus, savoir ce que c'est, et avoir toutes les infos croustillantes, en fait, au cours de l'interview. Donc, voilà. Je vais t'expliquer un peu le concept. Il y a 4 rubriques. Donc, la première rubrique, c'est qui es-tu? Donc, tu vas te présenter, où tu vis, ce que tu fais aujourd'hui. Ensuite, on parlera, en fait, dans la deuxième rubrique de ton parcours. Enfin, on attaquera la troisième rubrique qui est ton métier au quotidien. J'ai dit enfin parce que la dernière rubrique ne va pas s'accentuer en fait sur des questions. Ça sera surtout un jeu. Donc c'est une rubrique qu'on appelle la surprise en fait. Donc pas trop stressé pour la surprise. Si, un peu. Un peu. Mais ça va, c'est une belle surprise. Bon, ça va alors. Voilà. Mais je pense que comme tu as vu l'interview de Paul, ça t'a quand même un peu rassuré. Oui. Beaucoup. Hein? Ou beaucoup ou juste un peu. Un peu déjà, c'est pas mal. Déjà, c'est pas mal, ça va. Mais on va commencer. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Du coup, moi, c'est Hugo Pelé. J'ai 28 ans aujourd'hui. Et j'habite à Marseille. Et je viens d'Aix, donc je suis pas allé très très loin. Et aujourd'hui, je suis docteur en hydroclimatologie depuis peu. Ok. Donc voilà. D'accord. Ben, parfait. Merci pour cette présentation déjà. Et tu dis que tu vis à Marseille et que tu étais à Aix avant. Est-ce que tu as beaucoup bougé ou tu as fait que les deux villes? Alors, j'ai passé quand même une grande partie de ma vie entre Aix et Marseille, quand même la meilleure région. C'est vrai. Mais j'ai quand même eu l'occasion de bouger. J'ai fait une partie de mon parcours à Clermont-Ferrand. Okay. J'ai fait un stage à Strasbourg et une partie de mes études aussi en Erasmus, en échange Erasmus en Suède pour quelques mois. Donc j'ai quand même eu l'occasion de bouger au cours de mon parcours. Et du coup, tu comptes encore quitter Marseille ou pas du tout? Ouais. Là, le plan pour la suite, j'espère, ce serait d'avoir un postdoctorat à l'étranger. Ok. Voilà, avoir une expérience complète à l'étranger. D'accord, dans un qui labo. Serait pas une étude en fait, qui n'est pas une année d'études. Alors ce serait là, les études c'est fini, c'est bon, ça suffit. Mais par contre, devenir chercheur à l'étranger pour une année ou deux. Ok. Parfait. Voilà. Vu qu'on parle en fait d'être chercheur, comment tu as fait pour arriver là où tu es aujourd'hui? Donc quelles sont les grandes étapes de ton parcours? Alors j'ai commencé avec un bac S SVT avec la spécialité ISN, informatique et sciences du numérique. Après quoi j'ai intégré directement la prépa intégrée de l'école Polytech, donc qui est une école d'ingénieurs mais qui a une prépa intégrée, donc que j'ai fait à Clermont-Ferrand. Et là-bas c'était la prépa intégrée Polytech, mais dans les faits j'étais à la fac. Où j'étais inscrit en licence Sciences Po Ingénieur en spécialité mécatronique, mécanique et électronique. Suite à quoi, j'ai continué du coup toujours à Polytech, mais je suis revenu à Marseille, parce que le beau temps, ça a commencé vraiment à manquer. Ben oui, c'est ça. Et parce qu'à Clermont c'est cool, hein, mais il fait tout le temps gris, alors j'avais besoin un peu de soleil. Et à Marseille, du coup, je suis rentré en mécanique et énergie, donc plutôt axé mécanique des fluides, et thermodynamique. Après quoi, j'ai fini mon cycle ingénieur, j'ai travaillé une année et je suis très rapidement revenu vers l'université où j'ai commencé une thèse, donc pour 3 ans, que je viens juste de terminer là, il y a moins d'un mois. Félicitations déjà. Merci beaucoup.
Bon, on va dire félicitations, docteur Pelé. Ah, merci beaucoup. Ça va. Je ne suis pas encore fait, mais c'est vrai que c'est cool. Tu vois, ça change, hein. Le petit docteur qui est mis là-dessus, ça change beaucoup parce que ça montre aussi le fruit de ton labeur. Parce que 8 ans d'études, c'est quand même long. Ouais, après, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, personne s'appelle docteur. Personne s'appelle docteur. C'est pas comme les huissiers qu'on va appeler maître, peu importe, mais nous, on s'appelle pas docteur, c'est juste toi. Voilà, c'est ça, c'est vrai. Mais bon, de temps en temps, le ressorti, ça fait du bien. Ah, c'est cool, ça fait plaisir à l'ego. C'est ça. Donc, pour revenir, tu dis que tu as fait une prépa intégrée à Polytech. Est-ce que tu pourrais dire ce que c'est que la prépa intégrée? Parce qu'on a l'habitude des prépas classiques où après on fait un concours pour entrer dans une grande école d'ingénieurs. Ouais. Donc là, en fait, quelle est la différence? C'est quoi concrètement? Alors la différence, c'est que après le bac, quand on rentre dans une prépa, donc PCSI, PTSI, peu importe, c'est pour se préparer à des concours pour rentrer dans les grandes écoles. À la fin de la prépa, on peut faire plein de concours différents pour entrer dans plein d'écoles d'ingénieurs différentes, alors que quand on fait une prépa intégrée, on intègre directement après le bac l'école. Et c'est l'école qui se charge de nous former pendant 2 ans, donc c'est une prépa qui est intégrée directement dans l'école pour nous préparer au cycle ingénieur, du coup qui commence, qui est les 3e, 4e et 5e années d'études. Donc voilà, ça c'est le cycle, prépa intégrée. Et la différence donc, c'est que en sortant du bac, on est préparé pour rentrer dans une école. On n'est pas destiné à changer d'école en cours de route. C'est toujours possible, tout est possible, mais c'est pas la norme. C'est pas la norme, ok. Voilà. Donc ça a quand même un avantage je dis, c'est un peu garanti que si c'est à Polytech que tu veux faire ton cycle ingénieur, c'est là-bas que tu iras en fait. Voilà, c'est ça. Mais par contre, on n'a pas le choix, une fois qu'on est rentré dedans, on n'a plus vraiment le choix de se dire en cours de route, ah ouais, est-ce que cette école-là est pas meilleure? Ouais. Eh ben c'est toujours possible de basculer sur une vraie prépa derrière, mais c'est un peu plus compliqué de basculer en cours de route. Ok, donc c'est comme parce qu'en prépa quand même ils sont beaucoup plus suivis. Ouais. Là, c'est le système de la fac que vous avez, c'est bien ça? Bah alors, c'est là où c'est un peu compliqué, c'est que ça va dépendre de l'école Polytech dans laquelle on fait la prépa. Par exemple, à Marseille, la prépa de Marseille, c'est vraiment un style beaucoup plus prépa traditionnel, où c'est des petits groupes, c'est plus suivi. Ok. Alors que moi, à Clermont-Ferrand, j'étais vraiment en licence, j'ai suivi mes cours avec toutes les personnes de licence, j'allais en amphi, j'étais vraiment voilà, c'était vraiment une licence que j'ai suivie et avec des petits modules à côté Polytech pour garder un lien avec l'école, mais c'était très minoritaire dans cette formation de 2 ans. Ok, ouais, je comprends mieux. Et du coup, là, tu as décidé, en fait, après le bac, de rentrer en mécanique, c'est bien ça? Ouais. Et pourquoi cette décision? Pourquoi cette décision? C'est que j'ai toujours beaucoup aimé les sciences, beaucoup aimé la physique, et ça paraissait, donc je suis rentré dans une licence sciences pour ingénieur, donc pour préparer une école d'ingénieur derrière, ça nous donne un peu toutes les bases, ça reste très généraliste en fait. Et c'est ça qui me plaisait, c'est que c'est mécanique, mais c'est mécanique, c'est électronique, on va faire de l'électromagnétisme, on va faire ça reste quand même très généraliste, en tout cas à ce niveau-là. Voilà, c'est une formation qui reste très généraliste et qui permet de toucher un peu à tout. Ok. Et c'est pas uniquement mécanique, c'est un peu plus que ça. Ok. Au départ, moi, je voulais faire les maths. Mais quand on m'a dit qu'en 2e année, 3e année, il y a beaucoup de physique, je me suis dit, je préfère faire l'informatique et les maths. Comme ça, j'ai réduit la dose de physique, en fait, dans mon parcours. Ah, de toute façon, en informatique, il y a besoin
de faire beaucoup de maths. Oui, beaucoup de maths. Oui. Donc, je préférais surtout ça, mais pas la physique. J'évitais carrément. Ah ouais, carrément. Ouais. Par contre, j'ai beaucoup aimé quand même, mais c'est juste que je trouvais pas ça tellement utile pour moi pour ce que je voulais faire après. Donc, je l'ai mis de côté. Ok. Directement. Et du coup, là, tu t'es spécialisé, je crois, en cycle ingénieur, tu t'es spécialisé en simulation numérique. Ouais. Donc, qu'est-ce que c'est et pourquoi tu as choisi cette spécialité? Alors, du coup, en cycle ingénieur, ouais, effectivement, j'ai choisi de faire de la simulation numérique. Et c'est une spécialisation, mais on n'a pas fait... Enfin, c'est pas une spécialité qui est extrêmement poussée. On est, en sortant de là, on n'est pas des simulateurs. Enfin, on n'est pas des modélisateurs, plutôt. Mais par contre, on va avoir une certaine culture de qu'est-ce qu'il y a derrière ce qui permet de modéliser la physique. Donc, les transferts thermiques, un peu la mécanique des fluides, quels sont les outils qu'on peut utiliser. Mais on n'est pas des experts en sortant de là. Et ça, la partie expertise, on l'acquiert plus tard quand on rentre dans une entreprise ou voilà. Et donc la question c'était aussi pourquoi avoir choisi. Et pourquoi avoir choisi ça, c'est que j'ai toujours beaucoup aimé l'informatique. Ok. Et il y a quelque chose avec la modélisation qui est assez instantané, assez satisfaisant alors, essayer de reproduire la réalité. Et en plus, c'est assez rapide d'avoir des résultats qui sont assez cool, en fait. Et c'est concret. Et c'est assez concret rapidement, c'est ça. Ok, c'est un bon choix dans ce cas. Parce que moi, comme je te disais, mécanique, je voyais ça comme quelque chose de pas assez concret à condition que tu rentres en entreprise. C'était très théorique à la fac, en fait. Il y avait rien de concret pour moi et c'est ce qui me fatiguait, je trouve. Je trouvais les maths un peu plus concrets. Je sais pas. Ah ouais. Je sais pas pourquoi. Parce que pour moi, justement, les maths, c'était... Alors, il y avait les maths pour la physique, que j'aimais bien, qui étaient assez... je vais pas dire simple, mais encore dans le domaine du compréhensible. Ok. Avec la partie physique qui, même si c'est pas concret de qu'est-ce qu'on peut en faire maintenant, la physique, on l'expérimente vraiment tous les jours et comprendre pourquoi tels objets interagissent comme ça entre eux, pourquoi, je sais pas, pourquoi un objet va avoir telle trajectoire et pas une autre. C'est ces trucs de la vie de tous les jours auxquels on fait pas forcément gaffe, mais avec ces bases, ça permet de comprendre un peu ce qu'il y a derrière et comment ça va. C'est plus de la curiosité que vraiment je vais l'utiliser concrètement. En fait, à ce niveau-là, à ce moment-là en tout cas. Et alors que les maths, c'était de suite. Oui, je veux bien faire des calculs en n dimensions, mais a priori, c'est pas visible, quoi. A priori, on vit en 3 ou 4 dimensions selon ce qu'on prend. Et c'était de suite très très abstrait pour moi, les maths. Tu vois, on est complètement différents. C'est incroyable. Vraiment. Alors que la physique, si je jette cette tasse, c'est concret, il y a la physique qui s'applique dessus, comment elle va tourner, quelle trajectoire elle va prendre, comment elle va se casser. Voilà. C'est vrai, vu comme ça, oui. Et après, en fait, tu dis tu as fait des études, tu as fait une année d'échange, un semestre plutôt d'échange en Suède. Ouais. Donc, en Erasmus. Donc, pourquoi tu as choisi la Suède précisément? Alors déjà, je cherchais un pays qui était un pays anglophone, ou à minima qui parlait extrêmement bien anglais. Et donc les pays scandinaves, c'est des boss là-dedans. Dès la naissance, ils parlent déjà les deux langues, leur langue et l'anglais. Donc ça, c'était déjà premier point positif. Et deuxième point, c'est que j'ai personnellement toujours été attiré par les pays du Nord, du Grand Nord, et j'avais très envie de vivre là-bas pour quelques temps. Et là, c'était vraiment l'occasion. L'école avait un partenariat avec eux, donc voilà, il y avait... Saisis l'opportunité. Voilà, c'est ça. Okay. Il y avait d'autres partenariats aussi? Ouais, il y avait pas mal de partenariats. Il y avait des partenariats, alors hors Erasmus, avec les États-Unis, le Canada, l'Argentine, il me semble l'Argentine, certains pays en Mexique aussi, et en Europe, il y en avait en Allemagne, en Italie. Ok, les classiques. Voilà, chez les voisins.
Ouais, je comprends. Donc après, en fait, du coup, ton semestre d'échange, tu dis que tu as travaillé pendant 1 an et après tu as décidé d'aller en thèse, en fait. Ouais. Donc, pourquoi cette décision-là? Surtout que tu es passé par un cycle ingénieur et on dit la plupart du temps, un ingénieur, c'est quelqu'un qui est prêt à aller directement dans une entreprise et proposer ses services, aller sur la pratique directe. Mais Ouais. toi, tu décides d'aller en thèse, donc qui est, je dirais, à l'opposé, qui est la recherche. Donc, pourquoi cette décision? Alors, il y a eu plusieurs... Alors, à la base, effectivement, moi, j'étais plutôt parti pour... Je sors d'école d'ingé, je vais faire un stage, je vais trouver un travail derrière, et voilà, juste suivre le processus, on va dire, entre guillemets, normal. Sauf qu'arrivé en stage, donc j'ai fait un stage dans une entreprise qui s'appelle Technicatom, qui fait du nucléaire, et j'étais chargé de modéliser, de tester des modèles de mécanique des fluides sur certaines pièces de la chaufferie nucléaire. Et c'était des modèles que eux ne savaient pas utiliser. Ok. Et où, du coup, il fallait expérimenter et ils voulaient savoir si ces modèles très lourds en calcul, mais sur le papier, en tout cas en théorie, plus performants, valaient le coup. Et surtout comprendre comment les utiliser, quelles sont les bonnes pratiques. Est-ce qu'il y a certains modèles qui seraient plus ou moins pertinents. Et du coup, il a fallu essayer, comme il n'y avait pas grand monde qui pouvait m'aider sur ces sujets, il a fallu se documenter, il a fallu faire de la recherche sur les modèles, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'il y a derrière, comment on les applique, quelles sont les bonnes pratiques vraiment pour ces modèles. Et ça, finalement, c'était un peu un travail de recherche et développement, mais aussi un travail c'était un peu un travail de chercheur. C'est vrai. Donc, c'est un stage qui m'a beaucoup plu. Et en cours de route, je me suis dit, mais en fait, finalement, ce genre d'expérience, il y a quand même peu de chances que, en tant qu'ingénieur junior, donc directement sorti d'école, on te donne la possibilité de travailler sur ce genre de sujet aussi rapidement. Ouais. Et finalement, la seule voie que je voyais qui me permettait de, à la fois, tester des choses, expérimenter, me tromper, parce qu'en entreprise, c'est quand même difficile de dire j'ai testé ça, je me suis planté, je vous ai coûté 200 000. Oh. Non mais je dis des chiffres au pif, mais c'est des choses qui sont pas forcément acceptées, en tout cas en dehors de la recherche, en dehors de la recherche et du développement. Et donc je me suis dit en fait finalement ce qu'il me faut, c'est peut-être plus m'orienter vers un doctorat. À ce moment-là, c'était trop tard pour postuler à des doctorats. Et je me suis dit, tant pis, l'année prochaine, je postulerai. Et en attendant, je vais chercher un travail. Et ça va me permettre, pendant 6 à 7 mois, de continuer à réfléchir à est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire, finalement. Ça m'a laissé une période où, à la fois, j'ai pu travailler. Je me suis fait embaucher assez rapidement pour retourner à Technicatom, mais via une entreprise de prestation, une boîte de consulting. Et du coup, ça m'a permis un peu plus de maturer mon idée. Et au bout de 6 mois que j'avais toujours envie de faire un doctorat, j'ai dit là c'est bon, je postule et on verra bien. Ok, c'est cool, belle histoire. Voilà. Et après, en fait, du coup, tu as passé ta thèse là, tu as soutenu. Ouais. Si tu devais faire un bilan, comment tu l'as vécu cette thèse-là? Est-ce que c'était plutôt compliqué? C'était plutôt challengeant? Est-ce que c'était plutôt facile? Paul, par exemple, il dit il s'est beaucoup amusé. Ouais. Il s'est éclaté. Mais ouais, mais il a pas tort. Il a raison, c'était vraiment cool. Alors, facile, non. Ouais. Vraiment pas. Mais une thèse, c'est long, c'est éprouvant, mais c'est très drôle. Enfin, c'est très drôle. On s'amuse quand même. On s'amuse quand même beaucoup. On rigole beaucoup entre nous. Ouais. On avait la chance d'avoir un groupe qui était quand même assez soudé. Quoi. Assez soudé et aussi où on rigolait bien, tout le monde s'entendait bien. Donc oui, il y a la thèse où on va se prendre la tête, où on va aussi apprendre plein de choses. C'est plein de choses qui font que c'est une super expérience qui est à la fois longue, éprouvante,
mais que je regrette absolument pas. Ouais. Voilà, que je regrette absolument pas. Pendant ta thèse, est-ce que tu as vécu le syndrome de l'imposteur? Ah, mais oui, carrément. Est-ce que tu pourrais partager cela avec nous? Du coup, le syndrome de l'imposteur, c'est cette sensation de pas être à la hauteur, de pas trop savoir qu'est-ce qu'on fait ici, pourquoi on nous a choisi nous, alors que il y a plein de gens qui sont bien meilleurs que nous, de regarder ce que font les autres. Et ça a toujours l'air, ce que font les autres, ça a toujours l'air vraiment incroyable. Ouais. Tu te dis, mais jamais j'arriverai à faire ce que eux font à côté, alors que toi, tu regardes ce que tu fais, tu sais, non mais ce que je fais, c'est nul. Et eux, en échange, en fait, eux, ils se disent exactement la même chose. Ils disent, putain, lui, ce qu'il fait, c'est trop cool, alors que moi, ce que je fais, c'est nul. Et il y a un peu voilà, c'est tout un jeu de comparaison avec les autres, mais qui est pas volontaire, mais où on se dit, en fait, j'ai pas le niveau pour être ici, alors que si on nous a choisi, si on en est là, c'est que oui, c'est que oui, on en a le niveau. Sinon, on nous l'aurait dit bien avant. C'est vrai. Mais pareil, j'ai vécu aussi le syndrome de l'imposteur. Et d'ailleurs, j'en parle dans une vidéo. Ouais. Donc, si vous voulez savoir ce que c'est que le syndrome de l'imposteur, je vous invite sur Eureka Talents. Vous tapez syndrome de l'imposteur et vous aurez la définition, les causes, les conséquences et comment vous en sortir en fait. Et d'ailleurs, avec Loredana, on partage aussi notre témoignage de ce qu'on a vécu vraiment au niveau du syndrome de l'imposteur. Donc, c'était juste un petit instant pub, en même temps, sur le syndrome de l'imposteur. Pour revenir à la thèse, en fait, quels sont selon toi les avantages de faire une thèse? Les avantages de faire une thèse, je pense à avant tout le fait c'est l'opportunité de toucher à plein de trucs. Déjà d'apprendre à travailler en autonomie, plus que dans n'importe quelle autre, je pense, dans n'importe quelle autre formation. Mais aussi travailler en équipe parce que la recherche ça se fait pas tout seul. On est obligé de collaborer avec plein de monde. Et ceci c'est de toucher à quasiment tout le j'ai plus le mot en tête mais tu veux dire en fait de l'expérimentation donc de l'état de l'art à la mise en place d'un premier modèle, je dirais en fait, c'est ça. C'est ça, c'est que il faut à la fois mettre en place des protocoles, il faut savoir déjà qu'est-ce qu'on veut montrer, quelles sont les hypothèses, donc on va se documenter, il faut mettre en place le protocole, si on a des mesures à faire, il faut réfléchir au matériel qu'on va utiliser. Si on fait du labo, on fait nos expériences, Si on fait du terrain, on va nous-mêmes sur le terrain, on va nous-mêmes faire les échantillons, on va installer le matériel, relever les sondes. On fait tout de A à Z, donc toujours accompagné, il y a toujours des gens qui nous aident, mais ça va de donc la récolte des données, le terrain, le traitement des données, l'interprétation. On fait plus, les résultats et tout. On touche à tout. Donc on est à la fois technicien, ingénieur, chercheur, voilà. Ouais. Et on peut, on revient sur ce truc de, on peut expérimenter des choses. On se dit tiens, ça pourrait être marrant d'essayer ça. On essaye et au pire ça marche pas. C'est pas grave. C'est pas grave. On va essayer autre chose. C'est vrai. Mais moi aussi, au cours de ma thèse, justement, j'ai eu cette capacité-là à me dire, parce qu'au départ, je te disais, j'ai un background en informatique. Donc, au départ, je disais, l'informatique, c'était mon métier. Donc, programmer, c'était mon métier. Mais quand je suis arrivée en thèse, j'ai compris que la programmation, c'était mon outil et pas mon métier. Oui. Et ça a changé complètement, en fait, les choses. C'est-à-dire, je programmais peu. Ouais. Je réfléchissais beaucoup. Je cherchais beaucoup, je lisais beaucoup. Et en fait, j'avais ce recul-là à chaque fois, en fait, de me dire que quand je suis face à un problème, je vais chercher avant de me programmer. Par contre, en fait, la plupart du temps, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'ingénieurs, ils commencent direct à programmer. Plutôt qu'à apprendre à regarder ce qui se fait à côté et tout. Ils commencent direct à programmer. C'est-à-dire, ils sont aptes à aller direct à la solution, à une solution, je dirais, rapidement. Pourtant, moi, je vais prendre le temps de réfléchir, en fait, en dehors de la boîte et regarder toutes les solutions en même temps et viser la meilleure directement. Donc, c'est cette capacité, je dirais, que
le doctorat aussi donne en fait finalement. Ouais. Donc c'est vraiment une expérience qui est incroyable, comme tu l'as dit. Et c'est un peu moi ce qui m'a manqué personnellement au début, c'est que en sortant d'école d'ingé, on n'a pas cette culture de faire de la bibliographie, d'aller chercher les informations. Du coup, moi je suis arrivé là, on m'a dit ah ben voilà, on a déjà récolté des données, et mon premier réflexe, c'est pas d'être allé chercher ce qu'ont fait les autres. Ça a été directement de dire ok, bah, je vais aller regarder ce qu'il y a dans les données et je vais voir. Je vais aller directement dans les données, je vais aller jouer avec direct sans trop regarder ce qui a pu être fait ailleurs. Bon, ça m'a vite rattrapé ça, parce que ça marche un petit temps, mais ça a des limites très très rapides. C'est ça, effectivement. Donc je dirais que tu as quand même un bon profil, le fait d'être ingénieur et docteur. Donc tu as l'efficacité, la rapidité, le fait d'aller chercher d'un coup d'un ingénieur, et tu as le fait aussi de pouvoir prendre du recul comme un chercheur aussi. Et ça, c'est cool. On essaye. Ok, donc quelle est ta spécialité en fait de doctorat? Donc aujourd'hui, on t'appelle docteur en quoi en fait, concrètement? Moi, je suis hydroclimatologue aujourd'hui. Okay. Ce qui veut dire que j'étudie spécifiquement le climat dans les milieux souterrains. Donc ça va être à la fois les écoulements d'eau en milieu souterrain, les écoulements d'eau et d'air. Qu'est-ce qui fait varier comment ces écoulements varient au cours du temps, quels sont les paramètres qui influent dessus, comment vont varier les pressions, les températures, l'humidité dans les grottes. Voilà, spécifiquement sur quoi je travaille. Donc, si on revient, tu dis que tu es hydroclimatologue. Donc, c'était quoi concrètement le sujet de ta thèse, si tu devais donner le titre de ta thèse? Le titre de ma thèse, c'était les écoulements d'air et d'eau dans un massif carbonaté karstique côtier et l'impact sur l'altération des parois, et ça appliqué au cas de la grotte Cosquer et à la conservation de ses œuvres et de ses parois. Okay. Donc c'est un titre très long. Pour dire quoi concrètement? Pour dire quoi concrètement, c'est que j'ai étudié dans cette grotte, donc la grotte Cosquer, qui est une grotte située sur la côte dans les Calanques. Comment évolue, quel était le climat de cette grotte? Donc comment se déplaçait l'air, comment se déplaçait l'air et l'eau à l'intérieur de la grotte, quelles sont ses interactions avec son environnement, donc comment elle est impactée par la météo, comment elle est impactée par les conditions sonographiques, parce qu'elle était directement reliée à la mer, et comment tout ça va impacter la conservation des œuvres, parce que c'est une grotte préhistorique dans laquelle il y a des peintures, des gravures, des restes au sol, donc des sols, des paléosols, pardon, je vais y arriver. Paléosols, et dans lequel il y a des paléosols, et donc comment l'environnement et le fonctionnement particulier de la grotte impactent la conservation de ce patrimoine. Ok. Et qu'est-ce que tu as pu, quels sont les résultats que tu as pu obtenir de ta thèse? Oula. Il y en a beaucoup. Donc d'accord. Bon, je vais continuer dans mes questions. Il y en a beaucoup, mais je peux détailler. Enfin. On va dire qu'on a un public assez général. Ok. Donc, on va faire peut-être étape par étape, question par question. Allez. Et au fur et à mesure, j'espère que on arrivera à tes conclusions. J'espère. Donc déjà, en fait, pourquoi tu as parlé de la grotte Cosquer. Pourquoi avoir choisi ce sujet-là en particulier, en fait? Pourquoi avoir choisi de travailler sur la grotte Cosquer? Alors, la raison, c'est qu'au début, je voulais plutôt m'orienter vers l'océanographie. Je voulais vraiment travailler sur la mer. Et j'ai postulé à quelques sujets de thèse auxquels j'ai pas forcément eu de réponse. Et je suis tombé par hasard, complètement par hasard, sur ce sujet de thèse qui proposait à la fois de comprendre les interactions entre la mer et une grotte qui plus est une grotte préhistorique. Ok. Donc c'est un sujet qui est quand même rien qu'au titre, enfin rien qu'à la description du sujet, c'est un sujet qui m'a paru de suite vraiment très très cool
parce que c'est un sujet qui touche à la fois à un patrimoine qui est très peu accessible, dans lequel il y avait où il y avait quand même cette interaction avec l'océan, dans lequel il fallait se former à la spéléologie, dans lequel il fallait faire de la plongée. Donc pour moi ça sonnait de suite vraiment très très bien, et je me suis dit pourquoi pas. Donc la grotte elle est immergée, c'est ça? Elle est partiellement immergée. Partiellement. Donc pour y aller, comment tu y allais en fait? Parce que je suppose que tu as dû faire des relevés terrain. Ouais, c'est ça. Comment tu y allais? Plongée sous-marine? C'est ça. La grotte, elle est accessible uniquement en plongée sous-marine. Donc il faut savoir faire de la plongée sous-marine pour y aller en fait. Ouais. Mais comment on se trimballe avec les équipements et tout? Eh ben, alors déjà pour la partie savoir plonger, ça, à la base, je savais pas plonger, donc c'est au cours de ma thèse où j'ai appris. On m'a formé pour ça. Et comment on trimballe tout le matériel? Eh ben, c'est une logistique assez importante. C'est compliqué d'aller. C'est un terrain qui est très difficile d'accès, donc il faut un bateau, faut des plongeurs pros avec nous parce qu'on n'y va pas seul. On a besoin quand même d'un encadrement parce que nous, on est des scientifiques, on n'est pas des plongeurs professionnels. Et sous terre, sous l'eau, il faut qu'on prenne tout notre matériel, donc les ordinateurs, des sondes en plus s'il faut, des tenues de rechange parce que on plonge pour y accéder, mais à l'intérieur de la grotte, on est à l'air libre, on se balade normalement. Donc c'est quand même une logistique assez importante. Ouais, j'imagine pas en fait. Ça doit être, et surtout faut garder tout le matériel hermétique. Faut pas que l'eau rentre et tout, l'eau. Non mais c'est incroyable, je trouve. C'est un jeu de poupées russes avec les sacs étanches pour être sûr que le matériel reste au sec quoi qu'il arrive. Parce qu'il y a déjà eu des accidents avec du matériel perdu parce que les sacs avaient mal été conditionnés avant et un ordinateur de noyer quoi. Ça c'était avant que j'arrive. Du coup je comprends pourquoi tu signes pour cette thèse finalement parce que quand même tu as appris la plongée. C'est pas mal comme thèse, je dis. C'est vraiment cool. Ouais, c'est très cool même en fait. Donc tu dis que tes recherches en fait c'était sur la grotte Cosquer. Ouais. Et en quoi tes recherches ont permis justement la protection de la grotte? Alors ces recherches donc visent à comprendre comment fonctionne le climat de la grotte. Et ça, il y a plusieurs intérêts à ça. C'est que d'une part, ça permet de comprendre dans quelles conditions les œuvres se conservent aujourd'hui. Quelles sont les conditions d'humidité, de température, de pression qui permettent aux œuvres préhistoriques de résister, d'être toujours là 30 000 ans plus tard. Et donc ça, c'est super important pour les archéologues par exemple, pour les archéologues, ça va leur permettre d'établir est-ce qu'il y a des zones où on a un climat un tout petit peu différent dans la grotte et où on aurait pu avoir une perte d'information. Donc, par exemple, une zone où on a de la condensation qui a pu éroder les parois et donc faire disparaître certaines œuvres. Pour les conservateurs, ces données et comprendre ce fonctionnement, ça permet de comprendre comment ça fonctionne aujourd'hui et donc en continuant de surveiller les paramètres physiques de la grotte, donc les pressions, les températures, etc. De surveiller et s'il y a des changements, de prendre des mesures pour essayer de limiter ces changements parce que les œuvres préhistoriques, elles ont 30 000 ans, mais elles sont extrêmement fragiles et il peut suffire de changements assez minimes pour complètement perturber le climat de la grotte et donc entraîner une disparition des œuvres. Ok. Donc là, on parlait de la protection de la grotte plutôt. Donc on voit que tes recherches permettent de justement protéger cette grotte-là. Mais si on dit de manière pratico-pratique dans la société, qu'est-ce que tes recherches, tes travaux en fait apportent de plus en fait? Alors, d'un point de vue pratique à la société, est-ce que, ça c'est une question qui est assez compliquée parce que
Là, on parle de patrimoine. C'est un patrimoine qui nous appartient à tous. C'est pas juste un patrimoine marseillais, mais c'est un patrimoine vraiment c'est un patrimoine de l'humanité. Et est-ce que c'est un choix de société de savoir est-ce que c'est intéressant ou non de protéger ces héritages de nos ancêtres? Est-ce que c'est utile ou non? Ça c'est un choix de société à faire. Nous, on a fait, la société actuelle a fait le choix que oui, c'est important pour tout le monde de comprendre comment nos ancêtres vivaient, où est-ce qu'ils sont allés, quel était leur mode de vie, leur tradition, leurs croyances, que tout ça nous importait. Et c'est là où ces travaux sont importants parce que ça permet de conserver, ça permet d'aider en tout cas à comprendre tout ça et arriver à préserver ce patrimoine. Ok, ouais, je comprends. Ça se tient, je dirais. Ça se tient parce que supposons qu'il n'y ait pas d'études en fait justement sur cette grotte Cosquet, peut-être personne n'aura entendu parler et on ne saurait pas en fait que ça existe et qu'il y a eu de la vie en fait dans cette grotte-là. Et à ce qui paraît, j'ai vu quelque part que c'est en dessous du niveau de la mer. Ouais. Donc, comment c'est possible? Vu que on parle du fait que nos ancêtres ont habité là-bas avant, ça veut dire que la mer s'est beaucoup rapprochée quand même. Alors oui, c'est que à l'époque où elle était fréquentée, donc environ entre 30 000 et 19 000 ans avant aujourd'hui, c'était durant la dernière ère glaciaire. Okay. À une époque du coup où le niveau de la mer était 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui et du coup les côtes elles étaient à plusieurs dizaines de kilomètres des côtes actuelles. Okay. Donc la grotte en fait elle était juste accessible à pied et aux alentours à la fin du dernier maximum glaciaire tous les glaciers ont commencé à fondre, le niveau de la mer est remonté et l'entrée s'est retrouvée noyée il y a environ 9000 ans. Okay. Plus ou moins. Et depuis, le niveau de la mer n'a jamais cessé de monter de façon parfaitement naturelle. Ces dernières années, de façon un peu moins naturelle, l'augmentation du niveau de la mer accélère. Et voilà. Donc, comment on se retrouve avec des œuvres dans une grotte qui est aujourd'hui noyée? C'est qu'en fait, c'était accessible à pied. Et la deuxième partie de la question, c'était aujourd'hui, elle est sous le niveau de la mer. Ouais. Ça, c'est lié au fonctionnement de la grotte, donc qui est assez particulier. C'est que il y a une partie de la grotte, à peu près les 2/3, elles sont sous l'eau. Ça, c'est bon, ça c'est foutu. C'est noyé, ce sera toujours noyé. Ok. Par contre, donc il faut imaginer qu'il y a une partie de la grotte qui est au-dessus du niveau de la mer. Donc c'est un conduit qui remonte, qui est noyé, qui amène dans une cavité qui est hors d'eau. Et dans cette cavité, la pression de l'air à l'intérieur est supérieure à la pression atmosphérique. Ok. J'allais dire un peu comme dans une cocotte minute, mais c'est pas une super bonne. Bon exemple. C'est pas un super bon exemple. C'est plutôt comme comme dans un piston finalement. On compresse le piston et comme la pression de l'air est plus importante, ça va pousser les plans d'eau à l'intérieur de la grotte sous le niveau de la mer. Et du coup, il y a certaines œuvres qui sont les plus proches des plans d'eau, qui sont en fait légèrement sous le niveau de la mer. Donc le niveau d'eau dans la grotte, il est environ 1 mètre sous le niveau de la mer. Ok. Donc voilà, on dit qu'elle est sous le niveau de la mer, mais ce qui est vrai, certaines œuvres sont littéralement sous le niveau de la mer, jusqu'à 1 mètre, okay. 1 mètre 50 maximum. Et les autres, donc au-dessus, c'est juste au-dessus du niveau de la mer, donc il n'y a pas de problème. Et en dessous, c'est immergé, mais c'est immergé depuis longtemps, et il n'y a quasiment plus aucune trace de ces œuvres. Donc là, tout à l'heure, tu as parlé du fait que le transport de matériel était vraiment compliqué. Ouais. Parce que la grotte était submergée. Quels sont les autres défis, en fait, que vous avez rencontrés, justement, en travaillant sur cette grotte qui est partiellement immergée? Alors, dans les défis du terrain, c'est que le matériel est difficilement adapté, enfin, il n'est pas très très adapté à des conditions aussi rudes
parce qu'on est dans un environnement qui est très humide, avec des variations de pression qui peuvent être très très rapides. Donc les capteurs de pression, et ben des coups aussi, des variations aussi rapides peuvent dérégler les sondes. Ok. On a de l'eau salée qui est très agressive pour le matériel, C'est vrai. donc ça va l'abîmer très rapidement. Et il y a des nombreuses pannes. On a plein de sondes qui sont tombées en panne entre temps. Et comme c'est un endroit qui est difficilement accessible, on peut y aller que 1 à 2 fois par an. Ce qui complique pas mal le relevé des données et aussi de vérifier si le matériel fonctionne. Parce que si on relève les données qu'une semaine plus tard la sonde tombe en panne, eh ben on est au courant que 6 mois, 1 an plus tard. Donc c'est compliqué de... voilà, heureusement on a des sondes qui sont doublées pour prévenir de ça, pas toutes, mais on a une partie des sondes où on en a 2, mais c'est le genre de problème auquel on fait face. Ouais. Ok. Ça c'est pour la partie terrain. Après l'autre partie des problèmes arrive plutôt au labo, sur le traitement des données, parce que c'est quand même l'essentiel de mon travail. Et du coup, est-ce que les données finalement, quand c'est relevé, quand on n'a pas de problème de matériel et tout, et que les données sont relevées, est-ce qu'il y a des difficultés justement à les traiter parce qu'il y a des, comment je pourrais dire ça, il y a des valeurs en fait qui sont aberrantes. Ouais, ça arrive. Donc quand on récupère les données, rapidement sur l'ordinateur, on va vérifier que, bon, déjà que la sonde a bien acquise les données. On va vérifier que l'horloge de la sonde, parce que nos sondes mesurent toutes les 5 minutes, mais l'horloge interne d'un appareil électronique va se décaler au cours du temps. 1 minute n'est pas vraiment 1 minute. Waouh, je ne savais pas ça. Et au cours du temps, il va y avoir des légères dérives, donc ça va dépendre de la qualité de la sonde, ça va dépendre d'une sonde à l'autre aussi. Ça peut, pour 2 mêmes sondes, on peut avoir des dérives qui sont différentes. Donc ça va être parfois un peu plus d'1 minute, parfois un peu plus d'1 minute. Mais voilà, on peut avoir des décalages, et du coup, pour comprendre les phénomènes dans la grotte, nous on a besoin que toutes les valeurs soient prises au même moment. Donc s'il y a des décalages qui sont trop importants, eh ben un des principaux problèmes, c'est d'arriver à recaler ensemble les données pour pouvoir comparer les phénomènes entre eux. Vérifier qu'il n'y ait pas eu, comme tu le disais, des valeurs aberrantes. Par exemple, une sonde qui a mal enregistré une mise en pression de la grotte, parce que on peut y revenir, mais au cours des augmentations de la pression de la grotte, eh ben si la sonde se décale, eh ben on peut avoir une sonde qui reste avec des mesures qui restent bloquées à un certain niveau, donc elle a dérivé, une dérive des mesures. Voilà, il y a plein de problèmes qu'il faut traiter après. Dans la majorité des cas, il n'y a pas trop de problèmes, mais il faut quand même tout ça, il faut le vérifier sonde par sonde. Voilà. Et sinon, avec ton expérience de la grotte Koské, est-ce qu'il y a des expériences, des choses que tu as pu découvrir qu'on ne sait pas, que tu pourrais nous dire en fait? Alors, des choses qu'on ne sait pas, en fait, c'est pas des choses qu'on ne sait pas, mais c'est des choses qu'on avait beaucoup de mal à mesurer jusque-là. Par exemple, un des principaux résultats de ce sujet, c'est que le massif calcaire dans lequel se trouve la grotte est très imperméable à l'air. Et ça on le savait déjà, c'est ce qui permet à la pression de l'air, enfin de maintenir la pression de l'air dans la grotte. Si le massif, si la roche était du gruyère, l'air s'échapperait et la pression de l'air dans la grotte serait la même qu'à l'extérieur. Mais là, c'est parce que c'est étanche qu'on peut avoir cette différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur. Donc ça, on a pu le montrer à l'échelle de plusieurs années, même si d'autres l'ont fait avant que j'arrive. Et par contre, un des résultats qui est très important, c'est que on a montré que cette étanchéité, donc la perméabilité du massif, variait avec les précipitations. Donc plus il pleut, plus le massif est imperméable, donc moins il laisse passer l'air.
Ok. Ça, c'est quelque chose on sait, on le sait, mais c'est extrêmement compliqué d'habitude à le montrer. Même d'habitude, quasiment personne ne montre ça, surtout à l'échelle, en fait, particulièrement à l'échelle d'un massif entier. Normalement, on le fait sur des échantillons de quelques centimètres, mais pas à l'échelle de plusieurs centaines de mètres. Et c'est quelque chose qui n'est pas fait d'habitude, que nous on a montré. Intéressant, très très Voilà. intéressant en fait. Donc est-ce qu'il y a eu des moments assez impressionnants, des moments insolites que tu as vécu sur le terrain? Des moments insolites vécus sur le terrain. En fait, le terrain est tellement insolite. En fait, le terrain est tellement insolite de base que déjà... pour moi, tout était insolite. Ouais, je comprends. Je comprends. Ouais, c'est... Ouais. En fait, voilà, le terrain en lui-même... Du coup, est-ce que c'est visitable en fait, actuellement, la grotte Koské? Non. Non. Par contre, ils ont fait une réplique à Marseille. Il y a une réplique de la grotte qui est visitable et qui est très bien, qui est accessible, du coup, à tout le monde. Mais par contre, la vraie grotte, un peu que c'est un environnement protégé, très fragile, qui reste quand même assez risqué en termes d'accès. Et en plus en termes de logistique, rien n'est aménagé, c'est un endroit qui reste dangereux, quoi. Et en plus qui reste extrêmement fragile, donc c'est réservé juste pour son étude. L'accès est réservé uniquement pour l'étude. Le chercheur. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que la population doit faire pour préserver encore plus cette grotte, ou c'est juste des impacts environnementaux ou climatologiques en fait qui peuvent dégrader de plus en plus cette grotte? Là, les principales menaces qui planent sur la grotte, c'est le changement climatique. C'est la montée principalement, c'est la montée du niveau de la mer. Donc la fonte des glaces encore. Voilà. La fonte des glaces, la dilatation thermique des océans qui va prendre plus de place et du coup qui va monter. Tous ces phénomènes. On va avoir un phénomène d'acidification des océans avec la dilution du CO2 dans les océans qui vont s'acidifier. Et le calcaire est une roche soluble qui est très sensible à l'acidité. Donc un océan plus acide, ça peut venir ronger les parois. Et c'est plein de... les variations de température qui peuvent déstabiliser à l'intérieur le climat. On est quand même à côté d'une grande ville. Ouais. Il y a Marseille qui est juste à côté. Donc, il y a la pollution des bateaux, la pollution de la ville, qu'on retrouve également à l'intérieur de la grotte. C'est tous ces éléments auxquels la population peut pas grand-chose directement. C'est quelque chose de beaucoup plus global. Ouais, c'est compréhensible. Ok, écoute, on arrive à la fin, bientôt. Donc, on arrive au moment d'introspection. Je vais te poser quelques questions et tu vas regarder en fait la caméra qui est juste là et tu pourras répondre en fait. La première question, c'est qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui est en cycle ingénieur et qui se dit être trop technique pour se lancer en thèse? Je lui dirais que y a aucune raison. Si tu veux faire une thèse, juste postule, essaye, fais. Si tu veux faire une thèse, postule, renseigne-toi. Les enseignants dans les écoles d'ingénieurs sont souvent des enseignants-chercheurs, donc ils peuvent t'aider à trouver des sujets. N'hésite pas à contacter les labos, les gens qui travaillent dans ces labos pour discuter avec eux de ce qui est possible. Il y a aucune... en cycle ingénieur, on n'est pas condamné à faire de l'ingénierie derrière. On peut faire de la recherche. On peut faire de la recherche derrière. Ok, merci. Et l'autre question, c'est qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans le monde du travail? Parce que pour moi, la thèse, c'est comme un travail aussi. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de rentrer en thèse? Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir avant de rentrer en thèse? Ouais. Elle est pas évidente, celle-là. Eh oui. En fait, il y a tellement de choses... Il y a tellement de choses que j'aurais aimé... Allons sur deux. Ouais.
Déjà qu'une thèse, c'est jamais fini. Donc il y a un moment donné, il faut savoir dire stop. Voilà, parce qu'on a toujours envie de faire plus, toujours plus. Alors qu'en fait, on peut pas tout faire. Il y a un moment donné où il faut dire, voilà, là c'est bon, j'ai assez de résultats, il faut passer, ça dure que 3 ans une thèse, et il faut faire en sorte que ça tienne en 3 ans. On peut pas faire le travail de 5-6 ans de recherche en 3 ans. Donc il faut apprendre à mettre des limites, à bien borner son travail. C'est pas évident parce que ça va dépendre aussi de l'encadrement. Mais voilà, il faut savoir dire stop, même à ces directeurs de thèse, dire non, là c'est plus possible, on arrête. Ouais. Et je pense qu'ils apprécient aussi quand tu leur dis ça par moment, parce que ça montre aussi que tu sais quand t'arrêter, tu sais quand avancer, tu sais jauger les moments. Et je pense qu'ils apprécient beaucoup cela, en fait. Ça montre en fait une certaine maturité. C'est vrai. Alors moi, je leur ai dit, là, pour mon cas personnel, ça a été un peu l'inverse. Parce que on a eu des données vraiment extrêmement tardivement. J'étais en pleine période de rédaction. On est quand même allé récupérer des données. Et on était un peu partagés entre est-ce que ça vaut le coup de les traiter maintenant, ou est-ce que ça fera l'objet d'un post-doctorat ou d'un CDD un peu plus tard. Et moi, je leur ai dit, non, en vrai, je vais essayer d'en faire le maximum maintenant, quitte à faire 3 mois de plus. Mais 3 mois de thèse en plus. Du coup, je les ai fait. J'ai fait mes 3 mois de thèse en plus, j'ai eu mon chapitre en plus, et pour moi, c'était quand même vraiment une bonne solution. Je suis content de l'avoir fait, même si j'en avais vraiment, à certains moments, j'en avais vraiment ras le cul. Voilà. Mais bon, même là, il fallait se mettre des limites dans qu'est-ce que je voulais ajouter à la thèse en plus. Ouais, ça se comprend. Donc la dernière question, en fait, c'est qu'est-ce que tu pourrais dire au Hugo d'il y a 10 ans? Donc la même caméra. La même caméra. Alors déjà, achète des actions Tesla et des actions Nvidia. Vraiment, vas-y, tu me remercieras plus tard. Et quelques bitcoins, hésite pas non plus. Et l'autre chose, fais plus de maths. Parce que là, maintenant, aujourd'hui, tu galères de ouf. Alors, s'il te plaît, fais plus de maths. Et surtout, tout est possible, quel que soit le cursus sur lequel t'es parti. Franchement, t'iras à peu près où tu veux. Il y a toujours des passerelles pour changer. C'est vrai. Voilà. C'est vrai, mais c'est cool. Pour les bitcoins, tout est. Ouais. Clairement. En plus, mais non, mais c'est qu'il y a 10 ans, là, il commençait à s'y intéresser et il a pas acheté. Oh là là. Oh, Hugo, allez. Donc, on va passer au jeu. Ouais. Donc, la fameuse surprise, je vais te dire quelques mots et tu me diras à quoi ça te fait penser. On a fait quelques recherches, je ne sais pas si on les a bien faites, on verra. Donc, ok. Pingouin et Jurassic Park. Alors, là, vous faites référence aux pingouins qui sont peints dans la grotte. C'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, on a eu des échos par rapport aux pingouins. Il paraît que tu les mettais partout. Je sais d'où vient cette information. Ah, c'est classé secret confidentiel. Le fantôme, là, je sais que tu me regardes. Et pour le drapeau de l'OM et bateau. Alors, dans les manuscrits, alors un manuscrit c'est sérieux, mais à la fois, on aime bien s'amuser. Ok. Donc on cache des petits easter eggs. Okay. On aime bien cacher des petits trucs un peu partout dans nos manuscrits, parce que tout n'a pas besoin d'être sérieux tout le temps. D'accord. Donc dans mon manuscrit de thèse, il y a des drapeaux de l'OM à chercher un peu partout. Waouh. À chercher un peu partout, voilà. Ben, je vais aller faire la recherche juste après, en fait, pour voir où se trouvent les drapeaux de l'OM. C'est vrai qu'il faut être un peu drôle dans le manuscrit. Moi, je me rappelle que j'ai parlé, tous mes exemples, c'était sur le foot. Ah ouais? Ouais, j'ai tout rédigé vers le foot. Clairement, en fait, parce que je disais, bon, quel exemple? Si je donne des exemples trop sérieux, c'est pas très intéressant. Donc, j'ai tout rédigé vers le foot. Et c'était bien. Un manuscrit, c'est
Alors oui, c'est des gens qui sont en théorie compétents derrière, qui le lisent, mais faut que ça reste ludique et que ça reste agréable à lire. Donc si c'est trop sérieux, enfin même les rapporteurs ils se font chier. Donc c'est vrai. Faut mettre un peu plus de. On m'a donné un autre mot qui est très intéressant. Oula. On m'a dit tendinite. Ah. Donc tendinite. Je veux dire, on va le mot, tout ça. le mot auquel ça me fait penser. Ouais. Il saura. Il saura. Donc après on parle de bureau renversé, bureau dérangé. Je comprends pas trop en fait. Ouais, on a eu dans le labo, on a des gros problèmes gros problèmes paranormaux dans le bureau. Ah ouais? Avec des fantômes qui se sont crus un peu trop chez eux et qui ont fait des réunions dans mon bureau. Waouh. Qui ont renversé tous leurs documents dans mon bureau, j'ai pas compris. Oh waouh. Après, il y en a qui volent aussi les roulettes À ce point? Qui volent les roulettes des chaises ou qui emballent des bureaux. Emballer des bureaux? C'est fou, hein. Avec du papier cadeau? Avec du papier journal. Ah, du papier journal. Oh, c'est fou, hein. Mais on sait pas. On n'a pas d'explication pour ça. C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable. Qu'est-ce qui est derrière tout ça? Je me rappelle à la thèse de Paul. Oui. J'ai vu quelques images justement de tout ce qui se passait de paranormal. Ah, il y a un sacré dossier, hein. Au CEREJ, là, au labo. On commence à voir un sacré dossier sur les événements paranormaux qui se passent dans les couloirs, mais on patine, hein, on sait toujours pas qui c'est. Waouh, c'est incroyable. Mais bon, apparemment, le fantôme se plaisait plus au labo, il est parti en Angleterre. Waouh, c'est tant mieux de toute manière. Pour nous, tant mieux, hein. Oui. Même lui, il doit s'ennuyer. C'est le problème des Anglais maintenant. Ouais, il y a plein de châteaux plein de châteaux et d'entreprises à hanter là-bas. Ouais. Donc le dernier mot que j'ai, c'est 27 février 2025. Bon, c'est pas un mot, c'est un groupe de mots. 27 février 2025. Est-ce que ça te fait penser à quelque chose? C'est la date de ma soutenance. Ah, c'est voilà. ça. Le jour où je suis devenu docteur. Officiellement docteur. Ça va, c'est bien passé. Ça s'est super bien passé. Mais ouais. Tant mieux. Ben, merci beaucoup Hugo pour merci à toi. C'était très agréable d'échanger avec toi. Et j'espère que quand tu auras ton nouveau boulot, après ton moment chômage de thèse, on pourra aussi en rediscuter. Je préfère parler de vacances. C'est vrai, on dira des vacances, c'est vrai. Ok. Merci beaucoup à vous. Merci. Je sais pas si tu as un mot de fin. Non, pas spécialement. Mais ça va, c'est pas bien. Pas spécialement. Grave. La plupart du temps, il n'y a pas de mot de fin. Ouais. Ça va. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Donc, on a reçu Hugo Pelé, qui est docteur en hydroclimatologie. J'espère que maintenant, vous savez ce que c'est. Et comme il a dit, en fait, on peut visiter la grotte Cosquer parce qu'il y a un exemplaire qui a été fait pour nous, pour les plus curieux. On mettra tous les liens en description, donc n'hésitez pas à aller. Et ce qu'on peut retenir de son parcours, c'est que même si on est en cycle ingénieur, on peut faire une thèse. Donc, si vous êtes en cycle ingénieur et que vous décidez de faire une thèse, allez-y, foncez. Ne vous limitez pas, c'est faisable. Merci à tous et abonnez-vous surtout. C'est important et likez, commentez, partagez aussi. Mettez la cloche. Merci beaucoup. C'est vrai, c'est très important, la cloche des notifications. Important. Et on se dit à bientôt sur le plateau d'Eureka Talents.